Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Costco. C'est une entreprise dont on a déjà parlé sur la chaîne et j'en parle parfois tout simplement parce qu'elle pèse énormément, notamment au Nasdaq. Vous voyez ici qu'elle est numéro 7 et elle pèse aussi au S&P 500. C'est une très grosse entreprise américaine, on regardera juste après ce qu'ils font. Et ensuite, je vous amènerai voir les chiffres de l'entreprise. À savoir qu'elle a corrigé de 6% suite à l'annonce de ses résultats, notamment à cause de peur, encore une fois, de tout ce qui est les tarifs douaniers aux États-Unis. Mais on va voir que c'est certainement des peurs court terme parce que l'entreprise s'est très bien comportée historiquement. C'est une entreprise qui est quand même plutôt bien gérée, mais on regardera quand même la valorisation parce que parfois, quand on a de la qualité, ça se paye un petit peu cher. Évidemment, comme d'habitude, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision des choses, mais au final, c'est votre argent. Prenez vos propres décisions lorsque vous investissez. Donc, l'entreprise, on en avait parlé il y a un petit peu plus de 6 mois, je dirais, vers mi-2024. J'ai retrouvé la vidéo de l'époque. Et j'avais déjà fait une petite conclusion que je vais vous repartager. Et comme ça va vous donner un petit peu une idée de ce que je pense de l'entreprise. Et vous voyez que depuis, le titre a continué à s'apprécier, ce qui ne m'étonne pas parce qu'à l'époque, déjà, j'avais trouvé quand même beaucoup de points qualitatifs. Et je serais curieux de voir ce qui s'est passé sur les résultats et la valorisation, sachant que les résultats pour 2024 ont été publiés il y a quelques mois. Donc à l'époque, j'avais dit que c'était une entreprise qui était mature, avec un business clairement intéressant, surtout pour de la grande distribution. Ils avaient quand même des marges du coup assez faibles, mais très stables et très bien gérées. Évidemment, on ne peut pas avoir non plus des marges énormes dans la grande distribution. Ils avaient une très bonne gestion de leur cash, ils essayaient toujours d'avoir de la croissance, et globalement, c'était un très beau business. Je pouvais tout à fait comprendre pourquoi des investisseurs se mettaient dessus. Petit rappel sur ce que fait l'entreprise. En fait, c'est des magasins entrepôts qui sont très pressants, notamment aux États-Unis, mais ils ont aussi un petit peu d'expansion à l'international. Ils ont aussi une activité e-commerce. Et en fait, le principe de leur magasin entrepôt, c'est qu'il faut un abonnement annuel pour pouvoir y accéder, ce qui permet ensuite d'avoir des produits en plus ou moins gros volume et aussi à des prix attractifs. Ils proposent beaucoup de produits, souvent aussi avec des lancements limités sur des promotions, sur des produits de marque et aussi beaucoup d'alimentaires à prix vraiment intéressant. Ils sont aussi très populaires pour leur restauration, ils sont très placés sur tout ce qui est pompe à essence aux États-Unis et globalement, il y a beaucoup de personnes qui ont cette carte et on va le voir plus tard, cette carte à abonnement annuel pour pouvoir accéder au magasin est très importante dans leur business model. Quand je vais aux États-Unis tous les ans, je vais dans les Costco, je vois un petit peu le business model. J'ai eu beaucoup d'échos sur la popularité. De toute façon, quand on y va, ça se voit. Il y a beaucoup de monde, mais après, si on veut voir la popularité du produit, il n'y a rien de mieux que les chiffres, et les chiffres, eux, ils nous diront exactement ce qui se passe au niveau de l'adoption des cartes membres de leurs produits, etc. Rappel quand même, l'entreprise, elle pèse beaucoup. Elle est à la 7e place au Nasdaq avec 3% de l'indice, et elle pèse aussi beaucoup au S&P 500. Vous voyez ici qu'elle est numéro 15 avec 0,93% de l'indice. Au niveau de la croissance des abonnements, parce que c'est quelque chose d'important, déjà je tiens à dire que le tarif a augmenté de 60 à 65 dollars par an. Donc là, c'est clairement du cash qui va aller dans la poche et on regardera les marges après. En fait, le gros des marges vient de ça. Plus 6,9% de croissance sur le nombre de personnes qui possèdent la carte avec le paiement annuel. Et ils ont aussi une rétention assez élevée. Vous voyez ici qu'on est dans les deux cas, que ce soit sur le monde ou sur les US, à plus de 90% des personnes qui reprennent la carte l'année d'après. Donc une très bonne rétention, ce qui montre aussi une capacité à fixer les prix sur leur carte et une satisfaction client. Et ce système par abonnement, il fait quelque chose de magique dans le business. Je vais vous le montrer ici à droite sur les résultats de l'année dernière et on va aussi comparer avec les nouveaux résultats. Mais en fait, si vous regardez, ils ont beaucoup de COGS. Donc tout ce qui est notamment les prix des marchandises, parce qu'au final ils sont dans la grande distribution, donc il faut bien acheter les marchandises, et c'est très élevé par rapport au chiffre d'affaires. Et en fait, les marges sont très faibles si vous regardez cet aspect du business, donc acheter de la marchandise et la revendre en entrepôt. Par contre, vous avez des marges très élevées sur, évidemment, les cartes par abonnement. C'est cohérent. Et si vous regardez, si vous ramenez le chiffre d'affaires qu'on a ici de 4,5 milliards de dollars sur les cartes par abonnement, vous avez en bénéfice seulement 6,2. Et les marges sont très élevées sur les cartes par abonnement parce qu'en fait, il n'y a pas de coût, c'est juste un abonnement. Et en fait, si vous regardez globalement, eh bien, plus des 2 tiers du bénéfice, eh bien on peut le mettre en face du chiffre d'affaires lié à ces cartes de 4,5 milliards contre 6,2 pour le bénéfice. Et si on enlevait ce système d'abonnement, eh bien je pense que le bénéfice se porterait beaucoup moins bien. Et d'ailleurs, ce qui est impressionnant, si vous regardez, c'est que le chiffre d'affaires a fait plus 5% là sur un an et les bénéfices ont fait plus 17%. Et là, vous voyez instantanément l'augmentation qu'on a eue sur le prix de l'abonnement annuel de 60 à 65 dollars, le fait que les personnes reprennent souvent les cartes et le fait qu'il y ait eu des cartes qui ont été émises. Donc clairement, ça joue beaucoup. Et je tiens à le dire sur Genre d'entreprise,
0,1% de marge nette, ça a un impact énorme, tout simplement parce qu'on brasse énormément d'argent, énormément de chiffre d'affaires, on est dans la grande distribution. La grande distribution, de façon générale, c'est des business qui font beaucoup de chiffre d'affaires, qui ont beaucoup d'employés et des marges faibles, mais ils arrivent quand même à générer du cash parce qu'ils brassent tellement d'argent que même avec des petites marges, on peut générer du cash flow. Et alors, quand vous rajoutez à ça des revenus récurrents avec une carte par abonnement, eh bien, vous obtenez Costco, une entreprise qui est numéro 1 dans la grande distribution d'un point de vue de la capitalisation boursière, alors qu'elle brasse moins de chiffre d'affaires que d'autres entreprises concurrentes du type Walmart. D'ailleurs, je pense que Walmart doit avoir un chiffre d'affaires qui est à l'époque de plus de 500 milliards, et donc aujourd'hui doit faire largement plus de 500 milliards de chiffre d'affaires, donc en fait 2 fois plus que Costco. On va aller regarder des graphiques ensemble, je vais les faire en direct. Donc on va mettre le chiffre d'affaires et les bénéfices, parce que je veux vous montrer ce que je vous disais sur justement dans la grande distribution, cette différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices. Regardez la différence, le bénéfice apparaît à peine en bas. Par contre, vous voyez que le chiffre d'affaires est énorme. Et ça, c'est OK, c'est tout simplement parce qu'on a des petites marges dans ces entreprises. Si je vous mets les marges brutes, vous voyez qu'on est à seulement un peu plus de 12%. Par contre, elles sont très bien gérées dans le temps, ça c'est à noter. Et si je vous mets les marges sur flux de trésor et les marges nettes, de la même façon, elles sont bien gérées dans le temps, mais comme vous voyez, on est toujours entre 2 et 3% pour des marges brutes à 12%. Je voulais ensuite vous montrer où passe du coup le cash, et vous constatez en fait que malgré que l'entreprise génère moins de 3% de marge sur les flux de trésor, on arrive quand même à payer un dividende. On a de la dette long terme, mais le cash réussit à la couvrir si on le voulait. Je vais zoomer un peu le graphique, vous le verrez mieux. Vous avez ensuite ici le fait qu'ils rachètent un tout petit peu d'actions, et la dette dans le temps, elle est plutôt stable. Un autre point que je voulais montrer qui est assez intéressant, si vous regardez le dividende, d'ailleurs on va aller le regarder, et il augmente depuis 10 ans en composé de plus de 12% par an. Par contre, le rendement est tout petit. Et ça va m'amener à vous montrer le free cash flow yield. Donc pareil, je vais vous faire en direct, on va aller le chercher ensemble. Mais en fait, l'entreprise, du fait des marges faibles, elle ne pourra jamais payer un très gros dividende. Et ça, vous allez le voir avec le free cash flow yield, avec les compensations en actions destinées aux employés qui ont été retranchés, évidemment, au flux de trésor. Et vous voyez qu'actuellement, si l'entreprise reversait 100% de son flux de trésor en taux de distribution, on pourrait même pas payer 1% de rendement au prix actuel du titre. Donc cette entreprise paye un dividende. Ce dividende a un petit rendement, mais vu qu'il augmente beaucoup chaque année, là on est en train de miser sur le fait que l'entreprise va avoir une augmentation de son chiffre d'affaires et que donc dans le temps, notre rendement sur prix de revient unitaire, lui, va augmenter. Et ça, c'est tout à fait possible. Cependant, vous devez mettre en face de ça le fait que le titre s'est fortement apprécié en bourse, et donc le rendement historique par rapport au coût de l'entreprise continue de baisser. Vous voyez là une très belle tendance baissière. Tout simplement parce que le titre s'est fortement valorisé. Ici, vous l'avez sur 10 ans face au S&P 500, et il a clairement fait beaucoup mieux avec les dividendes réinvestis, et même d'ailleurs sans les dividendes réinvestis. Et ça, on le verra un petit peu plus tard dans les valorisations, mais je pense que les valorisations risquent quand même d'être élevées. Comme vous voyez ce graphique, c'est quand même un certain indicateur sur les valorisations. Le dernier point que je voulais vous montrer, c'était au niveau de la dilution de l'actionnariat. Et globalement, vous voyez qu'ils sont extrêmement stables. Donc, ils gèrent très bien le nombre d'actions en circulation, et ils ne diluent pas trop l'actionnariat sur ce point-là. Maintenant, au niveau des valorisations, on va quand même aller regarder. Tout simplement parce que je pense qu'elles vont être élevées. Le titre s'est beaucoup apprécié en bourse. Vous l'avez vu, je vous le montrais ici juste avant, on y retourne. L'entreprise, là, en 10 ans, elle a fait pas loin de fois 8,5, donc elle s'est quand même extrêmement appréciée. Et si je vous emmène voir les ratios de prix, on va aller voir le prix par rapport aux bénéfices et le prix par rapport au flux de trésor. Et là, vous voyez que, regardez, il y a encore quelques années, on pouvait la payer entre 20 et 30 fois les bénéfices. Aujourd'hui, elle se paye plus de 50 fois les bénéfices. Donc c'est ce qu'on retrouve, ce qu'on disait tout à l'heure, le rendement sur dividende a baissé parce que le titre s'est fortement apprécié. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'il soit dans les plus grosses entreprises des indices, comme je vous le montrais, vu l'appréciation qu'on a eue et la taille de l'entreprise. Ils font quand même plus de 250 milliards par an de chiffre d'affaires. Et si je vous emmène sur le prix par rapport au flux de trésor, de la même façon, il a dû s'apprécier historiquement. Vous voyez, aujourd'hui, on est à plus de 85 fois les flux de trésor, alors qu'il y a quelques années, ça se payait entre 15 et 30 fois. Donc, les personnes qui l'ont racheté à l'époque, bravo, vous avez dû faire un très très beau retour sur investissement. Et aujourd'hui, si on compare à ce qui s'est passé historiquement, l'entreprise se paye cher. Ce qui va nous amener à ma conclusion.
L'entreprise, c'est vraiment un business que je trouve intéressant, surtout que pour de la grande distribution, eh bien, ils ont réussi à faire un système par abonnement, à innover, à faire quelque chose d'unique et il y a beaucoup d'attrait. Quand vous allez dans les magasins, en tout cas, moi, à chaque fois que j'y vais, certes, c'est des expériences anecdotiques, mais à chaque fois, il y a énormément de personnes et les chiffres ne mentent pas. Vous avez vu que chaque année, les personnes reprennent leurs cartes à plus de 90% et ils ont de plus en plus de cartes en circulation. Donc, il y a vraiment un attrait. Ils sont aussi en train d'investir beaucoup en CAPEX. Ça, on peut aller le voir sur le graphique. D'ailleurs, je vais vous le rajouter comme ça, vous allez vous en rendre compte. Si je prends les flux de trésor, je vous le fais en direct du coup, et puis on repassera à la conclusion après. Si je vous prends les flux de trésor, mais que je vous rajoute le cash issu des opérations et les CAPEX, regardez les bougies en bleu. Ils investissent beaucoup d'argent dans le business et ils en investissent de plus en plus chaque année. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent leur réseau et ils construisent des nouveaux magasins. Donc, encore une fois, une entreprise qui est quand même en train d'essayer d'avoir une croissance sur son chiffre d'affaires et d'investir. Et ça, c'est une belle chose à voir. Et d'ailleurs, ça se voit sur le chiffre d'affaires. Regardez. Sur 10 ans en composé, on a fait plus de 8% de croissance par an sur le chiffre d'affaires, c'est beaucoup, surtout pour la grande distribution. Et sur les bénéfices, on a plus de 13% de croissance sur le chiffre d'affaires. Donc il ne faut pas s'étonner que l'entreprise se comporte très bien en bourse. Et donc clairement, très beau business, et malgré des marges faibles, et bien sur le volume, ils arrivent à générer du cash, à réinvestir, à avoir des revenus récurrents et à le distribuer. La croissance est bien gérée, comme je vous le disais, ils investissent, ils ouvrent des nouveaux magasins, et avec une gestion intelligente de l'argent qu'ils génèrent, et bien ils arrivent à payer un dividende, à racheter un tout petit peu d'actions, et la dette dans le temps, ils la gèrent bien, il y a des périodes où ils la remboursent, puis ils en reprennent un petit peu, etc. Il y a eu quelques peurs sur le court terme au niveau des taxes douanières. Pour moi, encore une fois, c'est les bruits du marché. Mais si on est rationnel, les chiffres sont là, l'entreprise est bien gérée et bravo, rien à dire. Après, personnellement, le business, je le trouve cher historiquement et à mon goût. Je ne m'inquiète pas trop non plus parce que je suis exposé dessus via les ETF. On a vu qu'ils sont très bien placés dans les ETF. Et je pense que cette entreprise correspond peut-être à un profil qui cherche plus de la rente, de la stabilité, une entreprise bien gérée, qui est là depuis longtemps, qui continue à se développer, qui a toujours une certaine agilité et qui se bat pour croître malgré sa taille. C'est une grosse entreprise et il continue à investir pour avoir encore de la croissance. C'est une très belle entreprise, ça fait plaisir d'analyser ce genre de business, ça fait plaisir de l'avoir dans les indices. On a vu il y a quelques mois, l'entreprise elle était un petit peu plus bas et elle s'est encore appréciée, les valorisations s'apprécient. Évidemment que dans le temps, eh bien peut-être que les valorisations vont se compresser, mais encore une fois, je ne vais pas m'amuser à aller parier à la baisse, à prendre des shorts sur cette entreprise. Clairement, ça pourrait très bien continuer encore longtemps. Au final, c'est l'offre et la demande, et s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, eh bien les valorisations pourraient continuer à monter. C'est un peu valorisé cher à mon goût, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Très belle entreprise, ça ne me dérange pas d'être exposé dessus dans les indices, je préfère encore avoir ce genre de business que certaines autres entreprises que je vois au S&P 500 qui me font bien plus peur, même si la valo est un petit peu élevée. Je vous laisse évidemment aussi mener votre propre analyse si l'entreprise vous intéresse. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage, comment mener des analyses, comment aller analyser les chiffres comme on l'a fait directement dans les documents financiers, utiliser des sites internet, etc. Bref, pour mener une analyse complète, vous avez la formation vidéo qui est la colonne vertébrale du programme. Vous avez aussi accès à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats, mes ventes, les vidéos exclusives aussi que je fais chaque semaine avec sessions de travail, analyse d'entreprise, etc. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre tout en soutenant la chaîne, premier lien en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.